Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 8e webinaire de Corae qui va être consacré à la question de savoir comment on décide des orientations de recherche, comment on décide de ce sur quoi on travaille et ce sur quoi on ne travaille pas. Donc comment se décident aujourd'hui les connaissances et les innovations et est-ce que ça correspond à ce dont nous aurons besoin demain? Donc pour intervenir, alors ça c'est le carillon, voilà, donc qui signale qu'il est 8 heures là où je suis, 20 heures. Donc, euh, nous aurons des interventions de Myriam Gaspard de la Chambre régionale d'agriculture et de moi-même. Sylvie Barthez avait prévu d'être là, mais elle est empêchée par des raisons familiales. Et puis, on aura des interactions sûrement pour l'animation, mais pour intervenir également avec Niels Ferrand et avec Guillaume Huby. Quelques conseils sur l'utilisation. Donc, vous êtes invités à déposer vos questions sur le chat. Donc, c'est indiqué, vous n'êtes peut-être pas tous familiers de cette plateforme numérique. Donc, voilà, donc vous avez sur l'écran la procédure à suivre. Je pense que Niels indiquait que si vous êtes sur le portable, je me souviens plus Niels, peut-être tu peux prendre la parole pour donner les conseils s'il y a une déconnexion pour la reconnexion. Oui, enfin, simplement, sachez qu'avec cette application, si vous êtes sur le portable en version de base, quand vous vous reconnectez, il faut réactiver en appuyant sur le petit haut-parleur pour avoir le son qui se réactive. L'application est loin d'être parfaite, mais c'est le support gouvernemental. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris si vous n'avez plus de son, c'est pas votre système qui marche mal, c'est juste qu'il faut reconnecter le son à chaque fois. Même si on passe d'une fenêtre à l'autre sur le téléphone, hein, c'est pas très pratique, c'est malheureusement l'application. Voilà, merci. Ok, merci. Donc, ben voilà, donc on est paré pour l'aventure. Donc, on va commencer la présentation. Voilà, donc très bien. Donc, j'ai la main pour passer les diapos, ouais, c'est ça. Ok, très bien. C'est peut-être un peu petit. Je peux agrandir, Guillaume, ou comment c'est de votre côté? J'ai l'impression que c'est pas la version présentation, Guillaume. Ouais, du coup, ouais, je pense que c'est pas possible d'agrandir plus. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok. Parce que j'ai tous les icônes sur la droite, sur des crayons, vous les voyez ou non? Non, on voit pas les icônes. Ah On d'accord, a, on a un ton transparent, plutôt en. C'est pas un très grand écran, mais enfin, bon, voilà. en mode présentation tout de même, hein. Ok, très bien, très bien. Donc voilà, ce qu'on propose en fait, c'est de travailler sur les questions qui sont sur cette diapo. Alors pourquoi? Juste deux mots pour la relation avec Corée, avec donc la consultation sur la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Pour ceux qui auront suivi le protocole, et je pense que la plupart des personnes qui sont concernées participent comme membres des collèges, membres des panels ou cellules opérationnelles ou facilitation à cette opération. Donc, vous savez que les deux premières rencontres ont été consacrées à l'identification des besoins et des défis. La troisième rencontre qui est prévue le 13 juin prochain opère encore une évolution dans le processus de consultation et on va avoir une opération de traduction de ces besoins et défis en questions de recherche et ou orientation de recherche. Donc c'est vraiment important à ce stade de partager des connaissances sur de ce que sont des connaissances, de ce que sont des questions et orientations de recherche, comment, dans les faits, hein, et pas en théorie, on traduit un besoin en question de recherche, et finalement, c'est quoi une question de recherche? Quels sont les acteurs qui sont impliqués dans ce processus de traduction, ou qui sont les acteurs qui finalement sont autorisés, ont la capacité de poser des questions de recherche qui vont être travaillées. Alors, voilà, donc c'est des questions, ça fait un peu sujet de philo du bac, hein, donc on va essayer de l'aborder de façon extrêmement
pragmatique avec Myriam. Vous voyez que derrière, il y a une question centrale dont on va discuter, c'est de savoir comment on peut concilier une recherche orientée vers l'impact et vers des solutions à des problèmes donnés, d'une part, et puis la créativité de la recherche, source de rupture conceptuelle, ainsi que des transformations profondes dont elles sont porteuses. En gros, est-ce que, enfin, je le dis de façon un peu triviale et on pourra y revenir, est-ce que vouloir résoudre des problèmes qui sont identifiés à court terme, c'est pas d'une certaine façon tuer la poule aux œufs d'or, donc la production de connaissances plus fondamentales qui sont des sources de rupture pour l'avenir. Voilà, donc en abordant ces questions, ce 8e webinaire a pour objectif de partager ces connaissances, comme je l'ai dit, des connaissances sur le fonctionnement des systèmes de recherche et innovation en agriculture, et afin d'appuyer le dialogue que nous aurons dans la suite des rencontres Corae, donc discussion entre d'une part les experts, INRAE, Chambre régionale d'agriculture, Institut technique, et d'autre part les participants à la consultation Corae. Bien, donc en fait on va faire un exposé en 4 temps. Je vais commencer par quelques définitions, ensuite Myriam abordera la question de savoir qui sont les acteurs de la recherche et de l'innovation en relation avec l'agriculture. Ensuite, je reviendrai sur cette question des processus de sélection des questions dans la recherche scientifique finalisée. Donc, comment ça se passe en fait très concrètement pour définir des orientations et des sujets de recherche dans la recherche. Je prendrai évidemment l'exemple INRAE, à la fois parce que c'est ce que je connais le mieux, et puis parce que pour le processus Corae, c'est évidemment un acteur qui est important. Et puis ensuite, je finirai sur les enjeux de la traduction entre les besoins vers les questions de recherche dans le cadre de Corae. Bien, ces définitions, donc, alors je m'appuie sur... ce serait très difficile en fait de faire cet exposé s'il n'y avait pas toute une série de travaux dont je vous fais grâce. Je ne vais pas être long là-dessus, ce n'est pas un exposé académique, mais des travaux en histoire des sciences, en sociologie des sciences, en épistémologie, en philosophie des sciences, ou pour le dire vite, dans le domaine de l'étude sociale des sciences et des techniques. Donc c'est ce que représente cette diapo, c'est finalement la recherche qui observe la recherche en train de se faire. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, mais donc il y a toute une littérature là-dessus, et c'est sur cette littérature que nous appuyons. Alors, qu'est-ce qu'une question de recherche ? Pour répondre à cette question, en fait, il faut savoir de quelle recherche on parle. Alors, ça peut paraître un peu primaire de dire ça, mais c'est très important. Et alors, je vais distinguer de façon, je ne sais pas si c'est lisible sur votre écran, je vais distinguer de façon assez schématique, mais je pense que ça a une portée quand même qui est vraiment importante pour notre compréhension. 3 types de recherche. La recherche scientifique, la recherche industrielle et la recherche réglementaire. On pourrait avoir d'autres catégories, par exemple la recherche citoyenne. Voilà, on peut décliner cette analyse, mais pour l'instant, enfin, ces 3 catégories sont suffisantes pour le propos. Donc, quels sont les objectifs de la recherche scientifique ? C'est comprendre des phénomènes, générer des connaissances fondamentales. C'est vraiment très différent de la recherche industrielle, où ce dont il s'agit, c'est d'innover, de créer de nouveaux produits, des services ou des processus de façon à améliorer la position d'un acteur qui est en général une entreprise. La recherche réglementaire, par exemple pratiquée par l'ANSES en France, elle cherche à vérifier la conformité d'un processus aux normes, aux lois ou aux réglementations. Donc si on donne des exemples, en fait, la recherche scientifique, elle pourrait être orientée vers la compréhension des interactions entre plantes et micro-organismes à partir d'analyses génomiques, d'analyses de biologie moléculaire, etc. La recherche industrielle viserait à développer
un produit de biocontrôle ou un biostimulant. Et toujours dans ce domaine, la recherche réglementaire aurait pour objectif de définir des méthodes pour l'étude de la toxicologie ou de l'écotoxicologie, donc des effets environnementaux ou des effets en termes de santé, et pour l'homologation, donc l'autorisation de ces produits. Alors, je ne vais pas aller très loin dans ce tableau. Vous retrouverez en fait toutes les ressources sur le site Corae, hein, si vous voulez aller plus loin. Simplement, ce que je veux signaler, c'est que ce qui est vraiment très important et très spécifique de la recherche scientifique, c'est que les acteurs principaux, ce sont les universités, les laboratoires publics, les chercheurs, mais surtout que la validation, elle se fait par ce qu'on appelle les pairs. Bon, les pairs, c'est les personnes qui font le même boulot. Donc, si je suis un chercheur en épidémiologie animale, ceux qui vont juger de mon travail, c'est d'autres chercheurs en épidémiologie animale. Et quand est-ce qu'ils vont juger de la qualité de mon travail? En général, c'est quand, au terme d'une recherche, j'aurai une publication que je soumettrai à une revue, et c'est le processus d'évaluation dans la revue avec un comité éditorial, avec des arbitres, donc des experts relecteurs, qui en général sont anonymes et ne connaissent pas l'auteur du texte. Et donc, c'est eux qui vont vérifier que la recherche, qui a les résultats, correspondent bien aux standards de leur domaine scientifique. Et évidemment, ces critères de validation ne sont pas les mêmes pour la recherche industrielle. En gros, dans l'industrie, je le dis de façon très schématique, mais ce qu'il faut, c'est que ça marche, que ce soit reproductible, que ce soit efficace, que ce soit codifiable, ou dans la recherche réglementaire, où ce qu'on essaie de voir, c'est si ça correspond vraiment aux protocoles en vigueur et si ces protocoles sont eux-mêmes reproductibles et crédibles. Bien, donc... Non, juste pour dire au niveau du temps, on est à 8-9 minutes. Là. Ok, très bien. Très bien, donc c'est bon, je suis à peu près sur les rails. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, donc les spécificités de la recherche scientifique, on commence à les comprendre. Ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que la science se caractérise par une diversité ou une hétérogénéité. Et les sciences se différencient par ce qu'on appelle des cultures épistémiques. Donc, des cultures, c'est à la fois un phénomène social, mais c'est à la fois, ça porte sur la nature des connaissances. Et elles se différencient notamment par ce qui fait preuve, par les standards de preuve. Et les standards de preuve vont être super différents selon les domaines. Donc, par exemple, quand on est dans une approche expérimentale en biologie moléculaire, en virologie, en microbiologie, etc., ce qui va compter, c'est le phénomène que l'on peut observer, la qualité d'observation du phénomène. Quand on est dans des domaines comme l'épidémiologie, l'écologie, l'économie ou des domaines de recherche clinique, ce qui va compter, c'est les approches mathématiques et statistiques. Si on n'a pas un test statistique correct dans ces domaines, la publi n'est pas acceptée. Alors qu'un test statistique, dans la plupart des approches expérimentales de type biologie moléculaire, ça n'a pas grand sens. Et puis vous avez des domaines où c'est plutôt la qualité de la simulation numérique, par exemple en sciences du climat ou dans d'autres domaines. Et donc, la façon dont on va juger la qualité d'une simulation numérique n'a rien à voir avec les autres. Donc, les standards de preuve, ce qui fait preuve, va être différent. Je ne vous parle pas des approches en sciences sociales qui vont avoir, par exemple, en humanité, comme l'histoire, où ce qui fait la validité d'un texte d'histoire n'a rien à voir avec les standards de preuve que l'on vient de voir. Mais il y a des points communs. Le premier, c'est que, je l'ai dit, mais il faut y insister, c'est le contrôle par les pairs, le contrôle de la qualité par les pairs qui se fait au sein de communautés académiques. Le second, c'est qu'il y a une cumulativité des
des connaissances. Ce qu'on utilise comme expression, c'est une expression, une citation qui est due à Isaac Newton. Si j'ai pu voir si loin, c'est que je suis monté sur des épaules de géants. Donc, quand on est dans un domaine de recherche scientifique, on produit toujours des connaissances par rapport à un stock de connaissances existant. Et puis le troisième point, il y en aurait d'autres, mais je veux insister plutôt sur ces 3 points, c'est le doute organisé comme norme sociale. Donc ça, on le doit en partie au sociologue Robert Merton. Donc c'est le fait que quand on pratique quand on est dans une pratique scientifique, il faut être prêt à remettre en cause les certitudes que l'on a, remettre en cause les croyances, et c'est effectivement les standards de preuve qui vont nous guider dans ce qui va être sélectionné. En même temps, et ça c'est Popper qui nous le dit, donc Karl Popper, c'est le principe de falsifiabilité, c'est-à-dire que une connaissance scientifique validée, ce n'est jamais que, on pourrait dire, une erreur en sursis. C'est quelque chose qui peut être remis en cause, et c'est parce que ça peut être remis en cause que ça a une qualité, effectivement, qui permet d'avoir progressivement une robustesse. Voilà, donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'une question de recherche dans les sciences? C'est une question qui doit permettre de produire ce que j'ai qualifié comme un énoncé falsifiable. C'est une question qui doit permettre de produire un résultat en appliquant une approche reconnue par une communauté scientifique. Donc on pourra le discuter, mais vous voyez que toutes les questions, effectivement, ne se qualifient pas comme des questions de recherche dans les sciences. Voilà, je passe la parole à Myriam sur les acteurs de l'innovation dans le système de recherche et d'innovation en agriculture. Merci Pierre-Benoît. Donc, la présentation a été réalisée avec ma collègue Sylvie Barthès. Les travaux sont basés sur des projets, notamment le projet européen i2Connect, et puis des projets en cours qui sont aussi à l'échelle européenne, où nous validons l'approche de l'innovation pour que lorsqu'on utilise ce terme innovation et acteur de l'innovation, que l'on soit en Espagne, en Italie ou en France, au nord, au sud, on ait la même définition. Ça paraît bizarre, mais c'est déjà important qu'on puisse parler tous le même langage, que l'on soit issu du développement, comme les chambres d'agriculture, ou aussi de la recherche, et les financeurs aussi, pour qu'on ait vraiment tous la même chose. Donc, première question déjà, a-t-on besoin d'innover et pourquoi innover? Souvent, à notre niveau, c'est déjà pour arriver à répondre à des impasses techniques ou d'autres impasses qui sont organisationnelles ou autres. C'est pour améliorer son organisation, sa marge économique, systématiquement au niveau agricole. Quand on va être sur des nouveaux process, des innovations, on va regarder certes l'innovation en tant que telle, mais après, quel va être son impact économique et puis quel gain économique ou à minima maintien de la marge économique on va avoir. C'est aussi de pouvoir trouver de nouvelles filières ou produits pour se différencier. Actuellement, dans le contexte de changement climatique, l'évolution du climat est très rapide. Et donc, il est important de pouvoir trouver de nouveaux produits pour améliorer les rotations et puis pouvoir être toujours en phase de production importante. Et puis, ne pas avoir d'impasse sur nos surfaces. Et le dernier point, c'est aussi de transférer des bonnes pratiques d'une région à une autre. Donc ça, c'est un point qui est relativement courant. Des bonnes pratiques que l'on peut trouver en région sud ou dans les massifs centrales ou en Espagne peuvent être testées en région Occitanie pour voir si on se retrouve dans les mêmes situations et si on peut rapidement utiliser les résultats pour les transférer aux agriculteurs. Ensuite, quand on parle d'innovation, on va plutôt se concentrer
dans le cadre de Corae et puis plus globalement sur l'innovation interactive. Cette notion-là, c'est qu'on va être à plusieurs acteurs. Et différents acteurs, donc différents points de vue, on va avoir une question. On peut imaginer par exemple la boule à facettes, avec cette boule à facettes qui va être regardée sous différents angles par chaque acteur et pour pouvoir apporter une réponse. Dans la première étape, ça va être que l'on va partager ses connaissances. Ensuite, ce partage de connaissances, ça va nous apprendre les uns des autres, apprendre chacun de nos contraintes, apprendre de savoir qu'est-ce que l'on pourrait améliorer chacun à notre niveau pour répondre à l'objectif. Et puis, de pouvoir explorer, développer et tester une ou des solutions. Donc, au niveau de l'innovation en agriculture, ce travail-là est utilisé dans le cadre du plan stratégique national 2023-2027 du programme de la PAC et il a été élaboré dans le cadre du projet i2Connect. Il a été aussi mis à jour en 2024. Donc, au cœur du système, nous avons les agriculteurs et les groupes d'agriculteurs. Et puis, nous avons dans un premier temps, sur ce que vous voyez un peu en grisâtre, c'est donc toutes les structures qui sont des organisations professionnelles agricoles avec lesquelles les agriculteurs travaillent régulièrement. L'objectif de ces organisations, c'est de pouvoir faire le lien entre les connaissances qui viennent de la recherche et les besoins des agriculteurs. En termes de conseils, on peut aussi voir, c'est ce que vous avez tout à fait en bas, mais ceci de manière un peu plus ponctuelle, donc des consultants, des négoces, des vétos, des conseillers en robotique, en matériel agricole, parfois des industries agroalimentaires ou des startups qui peuvent avoir directement des liens avec les agriculteurs et leur apporter un conseil. Ensuite, dans l'écosystème, on va avoir, donc en allant de la gauche vers la droite de l'écran, on va avoir tout ce qui est les organismes de recherche comme l'INRAE, le CIRAD, l'IRD, etc., qui, eux, sont plutôt axés recherche fondamentale principalement et puis recherche appliquée. Et ils vont constituer très régulièrement ce qu'on en appelle des unités mixtes de recherche avec les lycées agricoles et les écoles d'agronomie. À ce niveau-là, donc ces structures-là sont principalement chargées de faire la formation, que ce soit la formation des agriculteurs, mais aussi des professeurs et des conseillers. Et dans ces unités mixtes de recherche, on va avoir une approche déjà qui va être combinée avec deux acteurs qui peuvent avoir des visions de la boule à facettes légèrement et des angles de vision de la boule à facettes légèrement différents. Ensuite, nous avons donc les organismes financeurs de manière globale, que peuvent être donc le ministère de l'Agriculture avec les échelles régionales et locales comme les DRAF et les DDTM en Occitanie quand je parle agriculture, les autres ministères et les agences comme l'eau, l'énergie, la biodiversité et puis la région Occitanie. Et puis pour travailler en interacteur, c'est une des spécificités au niveau européen. On a des structures qui sont fortes, c'est ce qu'on appelle des unités mixtes technologiques, donc avec principalement des gens des organismes de recherche et des instituts techniques, majoritairement. Et puis après, les réseaux mixtes technologiques qui incluent à la fois des gens du développement, la formation, la recherche et la recherche appliquée. Donc là, on va être sur des questions où vraiment qui vont répondre à des problématiques actuelles importantes des agriculteurs et où on a besoin de quelques informations supplémentaires en termes de méthodologie ou d'apport scientifique pour répondre plus rapidement aux agriculteurs.
Et enfin, dernier point, le processus d'innovation résumé en 5 étapes. Donc, c'est ce que nous appelons la spirale de l'innovation. Euh, la première étape, c'est par exemple, c'est la détection la détection de l'innovation. Là, la question qui se pose, c'est comment on va résoudre des problèmes complexes au niveau de la ferme. Et il va y avoir la remontée des besoins des agriculteurs. Par exemple, c'est le travail que peuvent faire les conseillers lorsqu'ils vont détecter des innovations auprès d'agriculteurs leaders ou lorsqu'ils vont aussi avoir détecté des innovations hors région et que, en réponse à des agriculteurs, eh bien, sur une problématique, ils disent ah ben oui, je l'ai vu ailleurs, donc on peut essayer de tester si tu veux ou si vous voulez, on peut essayer de tester chez nous pour voir si ça fonctionne. Donc là, c'est vraiment la détection. La deuxième étape, c'est l'idée initiale. C'est donc j'ai commencé à détecter, j'ai tout un panel d'innovations en stock et c'est comment je vais répondre à cette innovation pour pouvoir la rendre utilisable. Donc là, on va essayer très souvent de trouver des financements pour pouvoir construire avec tous les acteurs et puis apprendre les uns des autres. Ensuite, on va avoir la phase de planning et de développement qui va nous permettre d'aboutir. Donc, on va soutenir les différents acteurs pour qu'on puisse avancer tous ensemble, que s'il y a des points à revoir par rapport à l'innovation, parce qu'on s'est rendu compte que, bah, tiens, ça fonctionne plus, mais par contre, ça fonctionne bien, donc on peut faire évoluer. On va faciliter les travaux et puis les échanges de connaissances. Donc là, on est toujours dans la co-construction, on est vraiment dans de l'échange entre les acteurs pour arriver à la question initiale. Ensuite, la quatrième étape, c'est on a les premiers résultats et comment on va les partager. Donc là, c'est des questions de diffusion de la connaissance, de rédiger des messages et que ces messages ils soient compréhensibles par tous, que ça soit un langage que tout le monde comprenne. Donc là-dedans, on va pouvoir faire des guides si besoin. On va pouvoir monter une formation, on va pouvoir organiser des webinaires, des bouts de champ, des vidéos, etc. Des échanges entre groupes d'agriculteurs qui vont voir sur la parcelle les résultats. Et puis, ça commence à diffuser un peu les résultats. Le dernier point, c'est la diffusion et la massification. Donc là, on va arriver à essayer de diffuser les résultats. Donc là, ça va être une étape où on peut former les étudiants, les agris et les conseillers. On va diffuser aussi auprès de la vanne, s'il y a des nouveaux produits, par exemple. Et puis, ça va être des messages où on va toujours les co-construire pour que tout le monde puisse les utiliser. Ça va être aussi, par exemple, au niveau de la chambre régionale, on a mis en place tout un dispositif qui suit ce principe-là qui est Aglaé, qui au départ a été concentré sur l'agroécologie et qui maintenant, progressivement, s'est élargi sur le sol, sur la biodiversité, sur des nouvelles filières. Donc, à partir de ces questions-là, on avance progressivement. On peut l'avoir aussi au niveau d'un GI2E, hein, avec des agriculteurs qui, au départ, par exemple, se posent la question des cultivars résistants. Et puis, finalement, ils commencent à réfléchir, ils commencent à mettre un peu d'expérimentation. Et après, ils ont des questions par rapport aux bandes enherbées, par rapport à la biodiversité qui arrivent. Donc, il y a de nouveau des travaux supplémentaires qui sont organisés. Et les résultats, ils commencent à les diffuser auprès des groupes d'agriculteurs. Mais comme on est en culture viticulteur, mais comme on est en culture pérenne, finalement, cette démarche-là, les arbres, ça leur parle aussi. Donc, ça va être diffusé auprès des arbres, etc., etc. Voilà un peu, en quelques mots, comment se passe le processus d'innovation. Et je vais repasser la parole à Pierre Benoît.
Merci beaucoup, Myriam. Il était vraiment très important, effectivement, de voir la diversité des acteurs qui sont impliqués dans cet écosystème de la recherche et de l'innovation. Et quand on dit écosystème, en fait, quelque chose qui est vraiment très important, ce sont les interactions hein, entre les différents acteurs. Myriam est passée assez vite sur cette question de détection. Je pense que c'est vraiment une notion sur laquelle il faudra revenir probablement. Hein, la détection d'un problème, c'est pour quels acteurs qui sont dans quelle logique d'action, qui ont quelle vision par rapport à leur position dans la société. C'est dans quelle échelle temporelle? Est-ce que c'est un problème immédiat ou un problème dans un futur plus ou moins proche? Donc, est-ce qu'on se situe par rapport à une anticipation de problèmes, etc. Et donc, en somme, dans Corae, on travaille à la fois sur cette détection de problèmes, donc c'est tout ce qu'on a fait dans les 2 premières journées, hein, R1 et R2, comme on les appelle, et puis ensuite, à partir de ça, il faut voir comment on peut faire cette traduction. Alors, je vais revenir sur une vision un peu centrée sur INRAE, mais on aurait pu discuter de logique de sélection d'autres acteurs, parce que tous les acteurs ont des logiques de sélection. Hein. Tous les acteurs doivent faire des choix. Et donc, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment s'effectuent ces choix. Donc, je prends l'exemple d'INRAE comme un acteur de la recherche, une recherche scientifique finalisée. Hein. Donc, c'est un positionnement en particulier, c'est le positionnement de l'INRAE, c'est-à-dire qu'on fait une recherche qui peut être qualifié de fondamental, mais toujours avec un objectif de finalisation par rapport à nos missions de production de connaissances, d'innovation, d'expertise, de contribution au débat public dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Bon, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes, avec la recherche, dans un monde qui a des caractéristiques qui sont fortes. C'est un monde qui est très concurrentiel. En gros, je reprends une citation de Merton, hein, de Robert Merton, le grand sociologue des sciences. En fait, quand on produit une connaissance, celui qui compte, c'est le premier qui va produire une connaissance. Le premier qui va produire une connaissance fondamentale, par exemple, je ne sais pas, la mise à l'évidence de la structure moléculaire donc en double hélice de l'ADN, qui est attribuée à Crick et Watson. Bon, voilà, ça vaut un article dans Nature. Ensuite, quand on fait les travaux qui vont suivre, en fait, on va avoir accès à des revues qui sont beaucoup moins réputées et qui ont un impact scientifique bien moindre. Et donc, il y a une concurrence en permanence, et cette concurrence, elle est comme dans les sports collectifs. Hein, on peut prendre le football. Hein, il y a à la fois une valeur des joueurs, une valeur des chercheurs, et puis une valeur des équipes, une valeur des unités de recherche, des équipes, des organisations de recherche. Pour les chercheurs, ce qui va compter, c'est d'accumuler un capital scientifique dans son domaine. Donc, c'est vraiment, et c'est la réputation dans le domaine qui compte en premier lieu. La seconde caractéristique, c'est que c'est un monde où le poids des conditions matérielles de réalisation va jouer un rôle essentiel. Aujourd'hui, la recherche, elle coûte très cher, non seulement en ressources humaines, mais également en équipement. En centre de calcul, en équipement, si on est en biologie moléculaire maintenant, on a des plateformes de haut débit en biologie qui font du séquençage, donc de la génomique, de la protéomique, etc. Et donc la recherche en biologie, mais je pourrais prendre d'autres exemples, c'est une recherche où on a de gros équipements, où on produit beaucoup de données, et donc on a des besoins de grosses capacités de calcul, et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc pour les chercheurs, en fait, les chercheurs passent
une grande partie de leur temps à chercher de l'argent parce qu'ils ont besoin effectivement d'avoir accès à des équipements performants. Deuxième caractéristique, le monde de la recherche scientifique est traversé par deux tensions essentielles. Une tension entre l'individu et le collectif, donc je l'ai déjà exprimé. La recherche, ça ne se fait pas tout seul. En fait, c'est toujours en équipe, toujours avec des techniciennes et des techniciens, toujours avec des doctorantes et des doctorants, toujours avec des post-docs. Et donc, c'est vraiment très, très important de former l'équipe. En même temps, c'est l'individu, effectivement, qui joue également un rôle important. Donc, il y a cette tension entre l'individu et le collectif, qui se traduit aussi par une tension entre l'autonomie professionnelle du chercheur et le pilotage stratégique. En gros, on dit le management et puis la recherche. Alors parfois, les deux sont opposés, hein, donc tout ce qui est appui, organisation, et donc c'est quelque chose qui est assez lourd parce que effectivement, on est dans des domaines qui sont complexes et à haut risque, et par ailleurs, l'autonomie ou la liberté d'exercice du chercheur. Et ça, la défense de l'autonomie du chercheur, c'est quelque chose qui est c'est pas juste un privilège, c'est parce que ce qu'on veut, c'est la créativité. Et la créativité, en fait, elle est en grande partie liée à cette liberté du chercheur. S'il n'y a pas de liberté du chercheur, ben en fait, on reproduit des choses existantes, on a beaucoup moins d'idées originales. Et donc, du coup, le management ou le pilotage de la recherche, c'est quelque chose qui est très particulier. Hein. C'est François Jacob, le prix Nobel de médecine, qui disait que piloter la recherche, c'est comme faire traverser une autoroute à un troupeau de chats. Il n'avait rien contre les chats, mais je pense que la métaphore explique assez bien la difficulté de la chose. Alors, le cas d'INRAE, je reviens sur ce concept de recherche finalisée. Et je réponds en partie à une question qui avait été posée sur le chat. C'est quoi les connaissances pures? En fait, on tend à opposer la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et donc, la recherche fondamentale, elle produirait des connaissances pures, donc des connaissances sur des mécanismes fondamentaux, et ces connaissances sont importantes en soi, quel que soit le lien avec une utilité potentielle, et puis d'autre part, des connaissances appliquées qui, elles, sont guidées par la réponse à des besoins. Et donc, on oppose, on les voit sur cette diapo, on oppose donc Edison et sa machine à invention au début du XXe siècle, et la physique des particules, Bohr ou autre, donc où on considère là qu'on est dans le domaine du purement de la recherche fondamentale. Par rapport à ça, les historiens des sciences disent non, mais il n'y a pas une opposition stricte. En fait, il est possible, on a des domaines de recherche où, en fait, on satisfait à la fois un critère d'utilisation, un critère d'utilisabilité, si je puis dire, et puis un critère de connaissance fondamentale. Et c'est ce qu'on appelle le cadran de Pasteur, parce que historiquement, Louis Pasteur a donné de nombreux exemples de travaux qui étaient guidés par la résolution de problèmes, donc la qualité de la fermentation alcoolique, et donc tout le travail extrêmement important, fondateur de la microbiologie, vient de travaux très appliqués sur les levures, sur Saccharomyces cerevisiae, donc la levure qui est responsable de la fermentation alcoolique, mais également le travail qu'il a fait sur les vers à soie, et bien sûr le travail fondateur sur la vaccination. Et Pasteur a ouvert des nouveaux domaines scientifiques tout en résolvant des problèmes très pratiques. Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de l'étude des interactions plantes-micro-organismes, et donc c'est des travaux de collègues de Toulouse qui, pour comprendre les interactions de symbiose entre des bactéries rhizobium et des légumineuses dans la fixation de l'azote, se sont dit il faut aller dans
la compréhension très fine de ce qu'ils ont appelé le dialogue moléculaire entre les bactéries et les plantes. Et ils ont mis en évidence, et c'était vraiment des recherches purement cognitives, donc comprendre comment ça fonctionne, comment une bactérie reconnaît une plante, comment la plante, en présence de la bactérie, forme une nodosité, qui est une structure d'accueil de la bactérie, et comment la bactérie logée dans les nodosités échange azote contre énergie avec la plante. Donc c'était vraiment un travail très fondamental, mais qui a donné lieu à des découvertes qui sont tout à fait génériques et qui aujourd'hui génèrent des applications qui sont extrêmement importantes. Donc il n'y a pas d'opposition dans de nombreux domaines, c'est le message que je veux faire passer, entre le fondamental et l'appliqué. Alors comment ça se passe? Oui. Sur le temps, je fais un petit point sur le temps, on a passé les 40 minutes. Là. Ok, super. Donc, oui, comment ça se passe à INRAE? Comment se définissent les orientations et les sujets de recherche? En fait, INRAE, c'est une organisation assez hiérarchisée avec une direction générale, des départements de recherche et des unités de recherche. Donc, l'unité de base, c'est l'unité de recherche. Donc, il y en a un peu plus de 200 à INRAE. Donc, dans une unité de recherche, en fait, il y a tous les 5 ans, en fait, une évaluation. Et lors de l'évaluation, on fait un nouveau projet scientifique de l'unité. Ce projet scientifique, il s'inscrit dans un schéma stratégique de département. Donc, il y a 14 départements de recherche à INRAE qui s'inscrit lui-même dans une stratégie générale d'INRAE. Donc, au niveau INRAE, on a un document d'orientation et dans lequel se situe l'exercice Corae, donc c'est INRAE 2030 qui est pavé par 5 grandes orientations scientifiques que vous avez sur cette diapo. Et vous voyez, c'est des intitulés qui sont extrêmement larges. Donc, le travail sur les changements globaux et les risques associés, le travail sur les transitions agroécologiques et les transformations des systèmes alimentaires, le travail pour une bioéconomie sobre et circulaire, le travail sur une seule santé, et le travail sur la science des données, l'intelligence artificielle et le numérique au service des transitions. Voilà, donc du coup, ça c'est un document qui fait une 30aine de pages avec, on pourrait y revenir, des défis recherche et innovation. Ensuite, au niveau d'un département, en fait, par exemple, le département que vous avez sous les yeux, donc qui est le département agroécosystème, donc le département agronomie et environnement, où on va définir des grandes orientations, donc comprendre le fonctionnement et l'évolution des agrosystèmes, mobiliser des concepts et approches de l'agroécologie pour les transitions, soutenir la transition agroécologique, etc. Et dans ce cadre-là, les unités formulent leur projet scientifique d'unité et les chercheurs ont une assez grande liberté en fait dans la façon dont, dans ces cadres-là, ils vont proposer des projets. Alors ces projets, en fait, ils sont financés que très marginalement par l'Institut. L'Institut, en fait, apporte le gîte et le couvert, disons, donc les salaires, ce qui est vraiment très important, les salaires des permanents sont payés sur budget d'État, le logement aussi, l'hébergement des unités, mais ensuite toute une partie en fait des frais de recherche. Il va falloir aller chercher des financements dans des programmes de recherche, et donc il y a une partie en fait des orientations qui vont venir des programmes de recherche. Donc c'est France 2030, l'ANR, le ministère de l'Agriculture pour ce qui concerne l'aspect français, mais les financements européens jouent un rôle très important. La région également est aussi un financeur important, notamment dans le cadre des contrats de plan État-région pour tout ce qui concerne les infrastructures. Et donc les chercheurs, ils vont devoir les chercheurs, chercheuses, leurs équipes vont devoir concevoir des questions de recherche qui seront
originales, dont ils pourront démontrer a priori qu'ils ont la capacité à travailler dessus, donc ils ont les équipements, ils ont les matériaux biologiques, ils ont les compétences, de façon effectivement à produire des résultats. Donc on a des orientations, vous voyez, on a des orientations très générales qui se précisent par département, qui se précisent dans des unités de recherche, mais ensuite c'est les chercheurs qui vont, chercheuses et chercheurs, qui vont eux-mêmes dessiner dans un cadre évidemment contraint des questions sur lesquelles ils vont travailler. Donc je finis avec les enjeux de la traduction besoins questions de recherche au sein de Corae. Alors pourquoi tout ça? En fait, c'est pour indiquer que le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que il ne faut pas penser qu'il y a une possibilité de réponse immédiate par la recherche à des problèmes. Alors, il y a des possibilités dans certains domaines, surtout dans les domaines où les choses sont stabilisées, où on a l'habitude de travailler. Donc, par exemple, en santé animale, quand on a une unité qui travaille efficacement sur les virus, qui a tout l'équipement en épidémiologie, en biologie moléculaire, en virologie, etc. En fait, si on a une nouvelle maladie qui apparaît, on sait travailler dessus. Donc, la DNC, il y a une mobilisation très rapide des équipes. Mais par contre, si vous devez travailler sur des nouveaux sujets qu'il faut défricher, ça va être un peu plus difficile. Et donc, il y a une contrainte qui est une contrainte, on appelle ça de dépendance de sentier, qui est liée à la constitution des compétences, qui se fait sur le temps long, également aux infrastructures dont j'ai souligné l'importance. Et quand on cherche à faire bouger la recherche, il ne faut pas oublier qu'il faut maintenir les compétences, et que ça, c'est absolument nécessaire. Parfois, on dit à INRAE, pourquoi vous avez arrêté de travailler sur tel sujet? Et voilà, comme partout, INRAE travaille à budget contraint, et donc quand on veut travailler sur des nouveaux sujets, il faut avoir la capacité d'arrêter certains sujets. Donc il y a des arbitrages qui peuvent être difficiles. Et puis le troisième élément, le troisième frein, c'est que certaines questions importantes sur le plan politique, économique, sociale, elles vont être très difficiles à traiter comme des questions de recherche scientifique. Alors on pourrait en faire une liste, mais par exemple, une question qui est difficile, c'est quel est l'avantage santé de la consommation de produits de l'agriculture biologique? Pourquoi? Parce que en fait, l'avantage santé, il se mesure sur du long terme par rapport à la vie humaine. Il y a de multiples effets qui sont confondants, et donc du coup, il est très difficile. Il faut avoir une puissance d'observation très importante pour pouvoir faire administrer la preuve. Alors, il ne faut pas dire que l'absence de preuve fait preuve, mais en tout cas, il y a des sujets qui sont très compliqués à travailler. Voilà, on pourrait multiplier les exemples, mais donc, ce n'est pas toujours facile de trouver, de transformer des besoins en questions de recherche qui vont pouvoir être travaillées comme des questions de recherche. Alors, ce qu'on fait dans Corae, c'est ça en fait, c'est qu'on part d'une sélection. Alors moi, j'ai mis qu'une sélection de quelques besoins exprimés et on est en train de travailler sur les traitements de tout ce qui a été produit dans R1, R2. Donc, ce que vous avez sur cette diapo, c'est vraiment une vision partielle et réduite. Et à partir de là, on va avoir, c'est le cadre central, donc dans les rencontres du 13 juin et dans le forum du 7 octobre, les interactions entre les participants d'une part et puis des personnes ressources d'autre part pour dire voilà tel besoin, tel problème exprimé, comment on peut le travailler comme une question et orientation de recherche. Et donc il est vraiment très très important d'avoir cette possibilité de discussion avec d'une part les participants et puis d'autre part les personnes ressources de la recherche, de l'innovation et du développement. Et donc, c'est vraiment là, les interactions, pour le coup, sont super importantes. Et puis, à partir de là, donc, on aura un engagement d'INRAE, mais d'autres institutions
pour dire, en fait, à quoi on s'engage de travailler et pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on ne peut pas travailler et pourquoi et quels acteurs peuvent travailler là-dessus. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on voulait vous exposer. Donc, du coup, je ne sais pas s'il y avait, bon, la question qui était sur le chat à laquelle je pense que j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas pour l'instant. Mais donc, on peut peut-être départager, Guillaume, et puis peut-être Niels, tu as des réactions, hein, ce que j'ai présenté était assez, disons, personnel. Donc, du coup, voilà, il y a matière à discussion, je pense. À toi, Niels. Oui, non, je pense par rapport à une question habituelle et légitime de la part de nombreux participants dans ces dispositifs, finalement, c'est un peu le contre-pied de ce que tu exprimais, Pierre-Benoît, c'est-à-dire finalement pourquoi certaines questions, certains enjeux ne semblent pas abordés. Donc, je pense que c'est intéressant de dire deux mots là-dessus rapidement, parce que c'est vraiment le miroir finalement de ce que tu as expliqué. On a quand même souvent des expressions médiatiques de personnes qui disent oui, mais finalement, il y a des choses qui sont importantes que vous n'abordez pas. Alors, il y a plein d'éléments à ça. La première chose, c'est que, évidemment, pour pouvoir savoir si quelque chose est traité, ben, c'est pas simple, hein, puisque il y a beaucoup de travaux qui sont conduits à des niveaux et à des stades d'avancement différents. Hein. Ça a été évoqué à la fois par Myriam et par Pierre-Benoît. Il y a des travaux qui sont plus ou moins fondamentaux, plus ou moins avancés, où le chemin entre la recherche et le moment où ça devient une solution est plus ou moins long. Et donc, quand quelqu'un a l'impression, par exemple, qu'une question n'est pas traitée, tout simplement, il y a besoin de vraiment aller regarder dans le détail à quel niveau d'avancement, dans quel endroit, en France, à l'international, dans quelle institution c'est abordé. Donc ça, c'est un premier point très important, je trouve, par rapport au débat qu'il peut y avoir finalement sur ces questions-là. Et la deuxième question, le deuxième point sous-jacent un peu à ce ressenti qui peut transparaître et qui est un peu aussi notre sujet, c'est que la notion de solution, elle passe par toute la chaîne qui a été expliquée, qui va aller d'une reconnaissance fondamentale à sa transformation vers une solution technologique, une solution sociale, une solution économique, une solution politique. Tout ça, c'est des productions ultimes de la recherche, et sa transcription, c'est une chaîne longue. Et puis dans cette chaîne, ça a bien été dit par Myriam dans son schéma, il y a la notion de massification, d'extension. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui. En fait, pour beaucoup des problèmes auxquels on est confronté au sens large, on a beaucoup de solutions existantes. Et en fait, une large partie du problème, c'est la question de l'adoption, du transfert, de la mise à disposition de ces solutions. Et c'est compliqué pour plein de raisons. C'est compliqué pour des raisons qui sont parfois techniques, mais qui sont le plus souvent économiques, sociales, de connaissances ou de contrôle social. Et il n'est pas du tout évident aujourd'hui pour un agriculteur, indépendamment des contraintes qu'il peut avoir sur ses préinvestissements, donc sur les effets de chemin, comme on dit parfois, de changer radicalement de modèle, parce que tout son environnement relationnel, ses amis, sa famille, l'ont perçu placé dans un certain modèle. Et donc, ça fait partie aussi des difficultés auxquelles on est confronté. Et ça même, ce que je viens de dire, est un gros sujet de recherche depuis très longtemps. Il faut bien comprendre que ces questions-là, la façon dont la recherche devient opérationnelle, et Pierre-Benoît le montrait au départ avec son microscope qui regardait la recherche, en fait, le microscope ne regarde pas la recherche. Le microscope, il va regarder la recherche en interaction avec l'ensemble de la société, et comment ça marche ou ça marche pas, parce que la recherche fait des efforts, et puis à la fin, ça résout pas les problèmes. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde en est conscient, il y a des solutions par rapport aux grands enjeux climatiques, aux grands enjeux alimentaires, etc. En gros, si on est un petit peu sérieux et qu'on regarde un tout petit peu, même sans tomber dans de la littérature scientifique, on se rend bien compte que les choses sont connues, elles ne sont pas forcément mises en œuvre. Donc, je pense que c'est pas très compliqué de se rendre compte qu'il y a aussi vraiment des enjeux de nature politique, économique, qui relèvent aussi de d'autres questions de recherche. Voilà, donc cet ensemble-là fait et explique en partie peut-être des sentiments de frustration vis-à-vis de la façon dont la recherche est perçue comme répondant ou ne répondant pas aux besoins des acteurs. Et c'est un des sujets centraux, évidemment, du travail qu'on conduit dans Corée.
Merci Nils. Je vais prendre les questions des Sorel, hein. La question sur les budgets et puis sur la question de la vitesse des changements par rapport aux temporalités de la chaîne de recherche innovation. Donc sur les budgets, oui, la recherche ne bénéficie pas, et je pense qu'il y a un accord assez large là-dessus, en fait, des investissements nécessaires. On est à 2,2 enfin, un budget recherche public plus privé de 2,2% par rapport au PIB, c'est notoirement insuffisant. Pour autant, et donc il faut vraiment, enfin voilà, la question effectivement du consentement social à financer la recherche, elle se pose dans une situation, enfin je ne fais pas un dessin, une situation budgétaire qui est très compliquée. Donc c'est vraiment un sujet qui est plutôt source d'inquiétude. Pour autant, en fait, même avec des budgets beaucoup plus importants, il faut toujours faire des choix. Et donc la question, c'est effectivement la pertinence des choix. Et je pense ce qu'apporte Corae, c'est une ouverture sur ces choix, de façon à ce que on puisse éclairer au mieux les décisions qui vont être prises. Et voilà, c'est pas faire insulte à nos prédécesseurs ou à des processus auxquels nous-mêmes nous avons participé, mais on sait dans l'histoire qu'on n'a pas toujours fait les meilleurs choix. Voilà, donc je ne veux pas insister là-dessus, mais quand on a considéré que on pouvait réduire les activités d'amélioration des plantes et de création de variétés côté public parce que on considérait que le marché et les entreprises allaient prendre le relais, mais ça n'a pas été le cas pour les espèces mineures. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a un véritable enjeu à pouvoir relancer de la recherche, aider en fait à faire des programmes d'amélioration, enfin d'adaptation des plantes rapides. Justement, ça répond un peu à la seconde question. Et en essayant de travailler sur des espèces qui sont des espèces orphelines et qui n'ont pas été travaillées parce qu'on a concentré nos recherches sur quelques modèles. Donc effectivement, cette question de l'accélération de la chaîne, c'est une question qui est essentielle. Alors c'est une question qui est repérée dans les départements de recherche INRAE. En même temps, enfin, ce qui est vraiment très important, c'est tout le travail de prospective qui est réalisé à INRAE et qui permet effectivement de se donner des cadres pour l'anticipation, parce que évidemment on peut accélérer par rapport effectivement à une accélération des transformations, mais plus on voit loin, mieux on verra où il faut aller. Et donc ce couplage aujourd'hui qu'il faut faire entre les multiples contraintes et déterminants des questions de recherche et cette capacité d'anticipation. Et l'anticipation, ce n'est pas simplement l'anticipation des chercheurs, c'est l'anticipation de l'ensemble des acteurs qui sont concernés ces problèmes, de façon effectivement à ce que les choix qu'on fait aujourd'hui aient le plus de chances possible de conduire aux solutions qu'on aura demain. Nils a insisté sur le gap, le décalage qui est lié à la massification, mais il y a aussi cette question, effectivement, dans un monde qui change, et on est complètement là-dessus, avec la position de M. Sorel, ben, en fait, il faudra effectivement avoir une capacité d'adaptation beaucoup plus grande. Nils ? Une minute avant de vous quitter, car malheureusement j'ai une réunion pro juste après. Juste un point complémentaire concernant l'incertitude, quelque chose qui a un petit peu moins abordé et qui est très important aussi, c'est que dans les relations entre la production scientifique, la décision publique, etc., il y a cette question de l'incertitude. On est entraîné professionnellement en tant que scientifique à travailler sur l'incertitude, travailler sur les limites de la connaissance, de façon un peu complexe. Pierre Benoît évoquait la falsifiabilité, qui est un concept un peu compliqué, mais globalement, c'est intrinsèque au travail scientifique. Et par contre, c'est très difficilement compatible avec la décision publique, ou en tout cas le fait qu'à un moment donné, des acteurs décisionnaires qui ont été élus dans nos systèmes démocratiques pour ça doivent prendre des responsabilités en situation d'incertitude. Et notre rôle, il est d'amener le maximum de connaissances validées par l'état actuel de la science sur un sujet,
Mais malgré tout, il faut faire des choix et prendre effectivement des responsabilités par rapport à ces incertitudes. Et ça, c'est un des éléments aussi qui n'est pas facile à comprendre et aborder. Et investir dans la recherche, c'est choisir des domaines où on va essayer potentiellement de réduire des incertitudes. On l'a vu sur les grands systèmes de santé récemment, évidemment, avec la Covid. Les investissements qui avaient été faits à un moment donné ou pas faits sur l'ARN messager et les conséquences que ça a pu avoir, positives et négatives selon les pays, sont un bon indicateur. Mais on l'a sur beaucoup d'autres sujets, évidemment que ça soit avoir un nouveau satellite pour des modèles climatiques d'un côté, ou inversement s'intéresser aux questions sociales dans un pays qui vont nous indiquer des choses sur les comportements des acteurs. Voilà, donc c'est des choses qui ne sont pas faciles à arbitrer dans ces espaces d'incertitude. Voilà, je vous remercie, je suis désolé, je dois vraiment vous quitter. Bonne soirée. Merci Nils, à très bientôt pour la suite. Et puis je pense qu'on peut conclure là. Donc merci pour ceux qui étaient en présence aujourd'hui. Et puis merci à ceux qui regarderont cette visio en différé. Je pense que c'est vraiment important de partager ces connaissances et n'hésitez pas à interagir avec nous si les choses ne sont pas claires, si il faut élaborer un peu plus cette partie effectivement encore une fois, de traduction des besoins, des problèmes en question de recherche. Elle est au cœur des travaux de Tetrae. C'est une question, je pense que vous pouvez retenir une chose au moins, c'est que c'est une question qui n'est pas facile. Et c'est pas pour dire juste on a besoin de faire de la recherche là-dessus, hein, c'est pas pour défendre la profession, mais parce que authentiquement c'est une question qui est difficile et sur laquelle nous devons avancer ensemble. Donc tous les acteurs effectivement qui sont impliqués dans Corae. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt pour la suite. Au revoir.